Pierre Méraud. Un livre pour crâner. Un livre pour crâner dans la rue. Oui. Là, j'ai mis le dernier Houellebecq que tu as eu avant les autres. Alors, et ça donne envie. Ah oui. J'ai vraiment vu des gens faire ça. Ah oui, celui que tu as reçu par un service de presse ou par un autre biais qui va sortir dans une semaine ou dans 15 jours. Ah oui. Mais tu l'as sous le bras. Balade avec, à Saint-Germain-des-Prés avec sérotonine avant les copains. Oui. Bonsoir Pierre Méraud. Bonsoir Frédéric. Bienvenue dans Conversation chez l'Apéro. Je suis très content de vous recevoir. Et moi aussi. Parce qu'on s'aime depuis longtemps. Oui, et on se vous voit même. Donc, vous publiez Mammifère 2, c'est chez Rivage, et c'est 20 ans après la reprise du personnage hilarant de l'oncle dans Mammifère 1, qui avait obtenu le prix de Flore en 2003. Et dont vous étiez l'éditeur. Et dont j'étais l'éditeur, c'est vrai, mais je ne suis pas l'éditeur de celui-ci, je le précise, c'est très important. C'est très important. Mais c'est vrai que je suis fan de l'oncle. C'est le personnage le plus loser magnifique de la littérature contemporaine. Un raté de grande envergure, c'était dans le premier, oui. Et c'est vrai que donc c'est vous qui le dites, hein, vous commencez par là en disant... L'oncle prévient d'emblée. Voilà, alors tiens, lisez le début. Merci beaucoup. Allez-y, lisez le début. L'oncle prévient d'emblée les buveurs, les dépressifs, les obsédés sexuels, les cyniques, les pessimistes, les écorchés, les ratés en tout genre et de tout âge qui lui firent jadis l'honneur de rire de ses déboires. Il a vieilli. Donc c'est comme une sorte de profession de foi, oui, dès le début du livre, de dire, moi, vous n'allez pas lire une littérature feel-good. Mais elle a évolué. Et il a évolué. L'oncle a 20 ans de plus, il est maintenant sexagénaire, qui est un mot qui commence très bien. Et qui finit mal. Et il n'a toujours pas d'enfant. Et sa mère vient de mourir. Ouais. Quant à son père, il est dans un EHPAD. Et il meurt dans le livre aussi. Je ne voulais pas raconter la fin, mais puisque vous y tenez... C'est pas la fin. Mais c'est vrai que le livre commence par la scène d'enterrement de la mère, et c'est toujours bien les scènes d'enterrement, mais alors chez vous, c'est carrément comique. Ah, ça a été très difficile à écrire ce chapitre, parce que c'était un événement évidemment fort, fondamental, mais il fallait retrouver le ton du premier Mammifère, donc grinçant, humour noir. C'est un chapitre qui m'a demandé beaucoup de larmes, mais de toutes les larmes possibles du monde, quoi. Oui. Et il y a un point commun entre nous. Moi, dans mon dernier livre, je parle de la mort de mon père. Et c'est Ménilmontant. C'est le funérarium de la maison funéraire. La maison funéraire de Ménilmontant, où j'ai également vu mon père allongé, très bien arrangé. Voilà, il pomponne les cadavres. Et il y a cet endroit aussi dans votre livre. Ma mère, effectivement, ou la mère de l'oncle, plutôt. Oui. Je la compare à une poupée Barbie, quoi. Parce qu'elle a les cheveux brillants, dorés, etc. Bon, ça ressemble pas. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas à la personne qu'on connaît. C'est ça qui est très bizarre. Alors, la position allongée n'aide pas, mais enfin... C'est vrai que c'est quelque chose de très étonnant. La couleur de la peau est très travaillée. Les morts ressemblent à Donald Trump, en fait. Ils sont orange. Presque, ils sont orange, oui. Orange. Vous êtes souvent comparé à Bukowski, parce qu'il y a beaucoup d'alcool, mais aussi à Houellebecq, qui a été votre ami, que vous avez connu, je crois, dans une petite maison d'édition. C'était aux éditions de la Différence. Il avait publié Rester vivant, et puis ensuite La poursuite du bonheur, les poèmes. Voilà, on s'est rencontrés là. Et il y a ce pessimisme glorieux ou ce laconisme cruel qui est commun à vous deux. Et le côté pince sans rire aussi. Il y a un peu de ça. Et vous avez pourtant été inspiré par un auteur qui est moins connu, qui s'appelle Jerzy Pilch. Ah, je savais que vous alliez me poser mais bien sûr, parce que je suis un fanatique de ce livre qui s'appelle Sous l'aile d'un ange. Sous l'aile d'un ange, c'est devenu un rituel pour moi, je le cite à chaque fois. Oui, j'ai vu que vous en reparliez. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lu ce livre? Alors, Jerzy Pilch, c'est un Polonais. Alors, j'étais marié avec une Polonaise déjà, donc c'était déjà une première chose. Et puis c'était une jeune femme qui me l'avait recommandé, je ne sais pas. Et je l'ai lu et ça parle évidemment beaucoup d'alcool. Et le pauvre Jerzy Pilch, j'ai vu, il est mort en fait, d'une maladie de Parkinson il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Mais c'est vrai que vous avez ce style. Je ne sais pas si vous écrivez en état d'ivresse ou pas. Non, mais je bois beaucoup moins. Hein. Mais ça transforme l'écriture quand même. Oui, il y a une l'ivresse de libération quand on a pas mal de verrous, quand on porte pas mal de verrous soi-même, ça libère. Ça libère.
Et une écriture aussi avec beaucoup de lyrisme, un peu. Oui, bah, c'est ce qu'à un moment je dis. En fait, il y a assez peu d'alcool, c'est pour ça que je préviens les buveurs. Ils vont être déçus. Ils vont être déçus parce qu'il y en a beaucoup moins. Bon, juste pour le plaisir, je cite des livres de Jerzy Pilch qui ne sont pas traduits en français, Ouais. mais il y a des titres géniaux. Monologue dans une tanière de renard en 96. Mon premier suicide en 2006. Regarde. Et Désespoir à cause d'une charrette perdue en 1994. Donc vraiment, j'invite les éditeurs français. La littérature polonaise, elle est intéressante, de toute façon. Très, bien sûr, oui. Mais là, en l'occurrence, c'est des livres qui ne sont malheureusement pas publiés en France. Donc oui, je crois qu'il y a Sous l'aile d'un ange. Oui, et c'est tout. Ouais. Alors, l'oncle, donc le héros de votre livre, il est professeur dans un lycée. Vous êtes vous-même prof de français. Oui, toute ressemblance s'arrêtant là. Voilà. Et on dit où vous êtes prof de français ou on ne le dit pas? Ah oui, Malmaison. Voilà. Il se fait déloger de son appartement. C'est le drame du livre. C'est le drame. Un appartement, c'est un grand mot. C'est le studio mythique de l'oncle du premier mammifère. Et effectivement, c'est sa coquille, quoi. Il est là depuis 24 ans et il perd tous ses trucs. Alors que c'est un bordel monstre. Il l'a pas entretenu, rien, etc. Bon, il y a des descriptions un peu apocalyptiques, mais c'est effectivement un grand choc, oui. Et ça va être le fil directeur du roman. Ouais. C'est ça que je trouve très très marrant chez vous, c'est que la mode des auteurs contemporains, c'est de prendre un grand sujet d'actualité, un sujet historique, Ouais. vous voyez, ou un grand personnage. Vous, c'est un type qui se fait déloger de son appart. Voilà le suspense du bouquin. Bon, le fil directeur est venu après, parce que c'est vrai que le premier mammifère est un peu déconstruit, même s'il y a une logique. Là, bon, il fallait... c'est plus narratif, quoi. Je crois que le deuxième est plus narratif que le premier, grâce à ce film directeur. Oui, et puis alors nous avons un autre point commun, hein, l'oncle et moi, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais on lui met un stent. Ben voilà. Et moi aussi. Moi aussi. Eh ben c'est un problème d'âge. Je vais dire toi, mais vous, Oui. vous avez eu un infarctus, parce que moi, ça a été avant. Oui, avant. oui, alors comment ça se fait ça? À quel J'avais des moment douleurs, pas... vous sentiez quelque chose? Ah oui, il y avait des douleurs et tout. Et donc on vous a écarté l'artère coronaire. Moi, c'était par le bras. Par le bras aussi, hein, puis après, t'as des bleus partout, quoi. Et du coup, c'est vrai que là aussi, il y a des scènes hilarantes, comiques sur ce sujet grave. Il vaut mieux en rire. Ouais. Il vaut mieux en rire, donc on voit le monde hospitalier. Le docteur Zorro. Le docteur Zorro. Vous dites que l'homme moderne n'est pleinement un homme que dans deux endroits, la station-service et la grande surface. Alors, développez cette idée. Alors, c'est au moment où l'oncle va rendre visite à son père dans un EHPAD. Et donc, il en profite, il s'arrête pour faire le plein. Il a repéré sur, je ne sais plus quelle application, le samplon 98 et moi, je suis à tel endroit. Donc, c'est l'objet, effectivement, d'une petite réflexion sur... Il n'y a pas 36 endroits plutôt pour un homme de sexe mâle, si je puis dire. Donc vous pensez que de 12 ans d'âge mental. Et de 12 ans d'âge mental, c'est la grande surface et la station essence. La station essence, pourquoi? Parce que c'est l'endroit où le dernier endroit où on se... Le lieu de la sent... modernité, peut-être aussi. Oui. C'est un lieu de modernité, un endroit de fausse virilité. Enfin, on croit qu'on est viril quand on prend de l'essence. mais et il rêve même d'acheter des garages comme il avait dans son enfance. Oui, c'est ça. Un Mattel ou je sais pas quoi. Enfin. Oui. Mais est-ce que l'oncle est resté un enfant parce qu'il n'en a pas eu? Peut-être, oui, mais il est resté aussi un enfant parce qu'il est enseignant. Donc le contact de 35 adolescents à chaque fois... Alors là aussi, il y a des scènes très drôles parce qu'évidemment, enseigner la littérature française... à Rueil-Malmaison, ça a l'air compliqué. Non, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, mais enfin, c'est pas notre génération. Ouais. C'est évident. C'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité. Et puis nous, on a connu un monde sans portable, sans smartphone. Eux, ils sont plongés dans leur smartphone, la plupart. Mais on peut pas empêcher à l'entrée? Ce qu'il faudrait, c'est des brouilleurs, en fait, tout bêtement. Ah oui. Ça coûte cher, sans doute. Il faudrait équiper. Alors, on leur dit, moi, je leur dis, ça serait quand même arrêter avec votre... C'est un doudou, c'est un cordon ombilical, quoi. Ils sont, dès qu'ils sortent de cours, et même pendant le cours, quand on les chope. Et ça a une influence terrible sur l'expression, pas pour tous, hein, bien sûr. Oui. Il y en a toujours qui s'en sortent, évidemment. Oui. Et vous avez un petit peu de mal à expliquer l'intérêt de la lecture de livres? Les livres, ils les voient en reculant. Hein. Ouais. Ils les voient en reculant, oui. Mais est-ce que vous avez un secret, une méthode, un truc pour arriver à intéresser
les adolescents à la lecture? Je sais pas, la force. La force physique, bien sûr. Non, moi j'arrivais avec mes bouquins par exemple. Quand on faisait le roman, j'arrivais avec une cinquantaine de romans, ensuite une cinquantaine, et on jouait à la librairie. Ah, oui. Alors en plus c'était à Garges-les-Gonesse, donc les gamins c'était pas le même standing entre guillemets. Et ils étaient là, ils jouaient le jeu. Et ça marchait. Ça marchait. Ça les a eu. Là j'ose plus le faire. Parce que mes bouquins, ils sont tachés, salis, il y a du café, du tabac, enfin bref. Il faudrait que je le refasse quand même. Alors, vous dites à un moment, la différence entre l'EHPAD et la SPA, c'est que les animaux ont une chance de sortir de la SPA. Même avec un gosse cruel et vicieux. Oui, parce qu'en EHPAD, c'est terrible. Ouais. Ça dépend desquels, sans doute. Ouais. On va faire le jeu tout de suite, ça va donner encore plus d'idées de ce que c'est que le style de Méraud. Devine tes citations, donc je vous lis des phrases de vous, il faut deviner dans quel livre vous avez écrit cette phrase. Oh là là. Non, mais c'est fastoche. Seule devrait exister la littérature pour enfants, le reste est souffrance et vanité. Mammifère 2, et à propos d'Enid Blyton. Oui. Et pourquoi aimez-vous Enid Blyton? Ça rappelle l'enfance, et puis parce que j'avais sauvé ces livres quand on a vidé l'appartement de mes parents. Ouais. Avec des livres d'enfance. Deuxième phrase de vous, chaque famille classique se doit d'avoir un raté. Une famille sans raté n'est pas vraiment une famille, car il lui manque un principe qui la conteste et lui donne sa légitimité. C'est le tout début de Mammifère, le premier. Oui. Alors, je signale d'ailleurs que le premier Mammifère ressort en poche, toujours chez Rivage. Il est chic, hein. Et il est très mignon, très beau, et c'est vraiment... moi, je l'ai relu pour l'émission, et il n'a pas pris une ride. Vraiment, c'est un texte qui est toujours aussi désopilant. Oui, donc vous pensez que chaque famille doit avoir un raté qui lui donne son sens ça a été vraiment le point de départ, effectivement. C'est qu'à un moment, moi j'avais 40 ans, quoi. C'était un moment crucial. J'avais vraiment l'impression de... J'avais publié 2 livres, 3, même pas. Ouais. Je me disais, voilà, je voyais mon frère aîné, par exemple, qui était prof de fac, tous ces machins-là. Et puis je me disais, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un petit prof de banlieue, j'ai des textes vaguement, etc. Et je me sentais en dessous de ce que je valais, quand même. Bon. Comment vous avez fait pour retrouver le ton sarcastique, dépressif et bourré pour écrire Mammifère 2? Ça a été très difficile. Oui. Mammifère, le premier, je l'ai écrit en 8-9 mois. Ouais. Et on travaillait en même temps. Ça a été plusieurs strates d'écriture. Ça a commencé, le premier chapitre que j'ai vraiment écrit, c'était en 2002. C'était tout de suite après la mort de ma mère, je crois. Donc c'est l'enterrement de ma mère. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'arrêts, de reprises, d'arrêts. Entre-temps, il y a eu un livre de lettres qui a été publié chez Albin. Donc ça a été excessivement difficile pour moi de reprendre ce ton, parce que 20 ans plus tard, c'est plus le même personnage tout à fait. Hein. Ouais. Il est quand même plus paisible, il est plus... moins autodestructeur. Plus heureux, moins autodestructeur, parce qu'il est aussi, comme vous-même... Stuntisé. Stuntisé, oui. Aimer est exceptionnel, ne pas aimer est la règle. Accepter cette règle devrait donner un début de bonheur. Oui, c'était même le bandeau pour Mammifère premier. Oui, Mammifère 1, 2003. C'est ça votre recette pour être heureux? C'est-à-dire accepter la règle que ne pas aimer est la règle. Accepter la règle, ne pas aimer est la règle, oui. Et que ça vous tombe dessus, de toute façon. Oui. Ça vous tombe dessus. Et il y a de l'amour, et puis il y a le chapitre sur Tinder aussi. Oui. Alors ça, c'est celui que je préfère, moi. Mais oui, mais alors... il ne faut pas aller vite. L'oncle, il a 60 ans, et tout d'un coup, il s'inscrit sur Tinder. Alors là, franchement, c'est... Et c'est vrai. C'est vrai, vous avez testé. Voilà, c'était un test. J'ai une amie, une ancienne collègue, qui m'a dit que tu devrais aller voir sur Tinder, ça va t'inspirer. Et parce qu'elle m'a raconté ses histoires sur Tinder, elle en rajoutait dans le comique aussi, mais... Ouais. Et je suis allé voir, du coup. Et c'est quasiment une enquête, mais à la façon oncle, à la façon Mammifère. Oui, mais est-ce que le vrai sujet de Mammifère 1 et 2, c'est pas le mâle blanc de plus de 50 ans, quoi? C'est-à-dire... dans Mammifère 1... il était plus jeune, oui, d'accord. Le vieux mâle blanc. Le vieux mâle blanc, oui, d'une certaine manière. Je pense qu'il va y avoir des réactions à propos de Mammifère 2, du personnage qui a... le livre a été relu. Hein. Mais non, mais il y a eu des sensitivités. N'ayez pas peur de ma question. Sensitivity readers, je ne sais pas comment prendre. Je ne vous dis pas. Donc je pense qu'il y aura oui, on va encore me traiter de dinosaure. De dinosaure, d'antiféministe, j'en sais rien, des choses comme ça.
Mais c'est même pas ça. C'est simplement vous décrivez le déclin aussi, la condition, voilà, des hommes d'aujourd'hui. Bon, autre phrase de vous. Je ne supporte plus les mous. Les mous attirent les cons. Les coups. Ah pardon, les coups, pardon. Oui, j'ai voulu améliorer. C'est dans toute la noirceur du monde. Les mous attirent les coups, pardon. Toute la noirceur du monde en 2013. Oh là là, quelle histoire. Alors ça, c'était un livre donc c'était l'histoire d'un prof qui bascule dans l'extrême droite. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même assez banal, mais ça a été un scandale à l'époque, en 2013. Le livre a été refusé par Gallimard, Grasser, Stock. Non, il a été accepté d'abord. Il a été accepté d'abord par Gallimard. Ouais. Et puis, il y a eu l'affaire Richard Millet, pauvre Richard Millet qui s'est fait taper dessus. Bon. Du coup, moi, j'étais une victime collatérale, parce que ça devait être mon éditeur. Et le contrat a été signé, donc ça a été annulé. Ensuite, Jean-Marc Roberts a adoré, chez Stock, il a adoré, mais... Il est mort. Il est mort, Manuel Carcassonne a pris le relais, et il a, pareil, annulé le contrat, etc. Donc ça a fait du buzz tout autour de ce livre, et finalement, ça a été publié chez Flammarion. Bon, tout ça pour un livre qui est... voilà, c'est un livre, c'est un roman, c'est pas vous, c'est un personnage. Il a fallu quand même que je fasse une préface, on en est là. Hein. Enfin, même pas une préface, un avertissement au lecteur pour rappeler que c'est une fiction. C'est une fiction. L'auteur n'est pas... C'est un peur, en plus. Est-ce que c'est un type d'extrême droite? Je ne sais même pas, d'ailleurs. Enfin, ça démarre, si j'ai bonne mémoire, avec une histoire qui est arrivée à un de mes collègues, justement, de l'époque, dont je m'étais inspiré. Bon, une autre phrase de vous. Depuis qu'il est amoureux de Sandy, on peut considérer que l'oncle est en vigilance orange. Ça, c'est Mammifère 2. Mammifère 2. Mais maman, il passe en vigilance rouge. Mais ça, c'est amusant. Donc, on se dit, l'oncle, c'est un homme seul, c'est un hédoniste, d'accord, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il est si jaloux? Oui, ça, c'est le côté passionnel. Mais il explique qu'en fait, qu'avec une personne sûre, entre guillemets, dont on pense qu'elle est fidèle, etc., il n'y a pas de jalousie qui naît, bien sûr. Mais dès que vous avez... C'est peut-être une addiction, c'est la jalousie, d'une certaine manière. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 26 ans, j'étais amoureux fou d'une fille de 20 ans. Et puis à un moment, mais il faut dire qu'elle m'avait dit tu es ma relation principale. Mais j'aurais peut-être, enfin pas peut-être, elle avait 20 ans, hein, mais à côté d'autres. Alors là, j'ai blémi et je me suis mis à lire son journal. Alors il n'y avait pas les portables, tous ces machins-là. Oui. Oui, c'est vrai que... C'est peut-être... Bon, c'est la possessivité. Oui, bien sûr. Mais enfin, en même temps, c'est une phrase un peu sadique. T'es mon mec principal. Oui, je rapporte ça comme ça, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit exactement. Enfin, c'est ce que j'avais retenu, en tout cas. Une autre phrase, devinez dans quel livre vous avez écrit ceci. Le lycée Stéphanie de Monaco est ce qu'il est convenu d'appeler une réussite architecturale. C'est dans Mammifère 2. Mammifère 2. Ça, cette phrase, je la trouve grandiose. De même, une autre. Président de la République est l'un des métiers les plus cons du monde. C'est aussi dans Mammifère 2. Et développer cette bonne idée. La deuxième ou la première? Oui, la deuxième. Pourquoi président de la République, c'est le métier le plus con du monde? Je dis le plus con, mais c'est un des plus cons, en fait. Qu'on me pardonne, entre guillemets, mais c'est tous les métiers dans lesquels les gens veulent absolument diriger les autres, voire les écraser, voire les tuer. Les métiers de pouvoir. Et ça, c'est à tous les niveaux. Alors, évidemment, on prend le président de la République parce que c'est l'archétype le suprême, entre guillemets, en France. Mais je dirais que proviseur, c'est un métier très con aussi, hein, par exemple. Vous allez... Je dis ça, vous allez avoir des problèmes. Je demande pardon à tous les proviseurs. Vous allez avoir des problèmes. Qui m'écoutent, mais de vouloir voilà, organiser, diriger, écraser. En fait, le pire, évidemment, c'est un moment, ça va être exterminé aussi. Hein. Ouais. Je cite une phrase de Suran. Enfin, Suran, il n'y a pas que lui qui a dit ça. Il dit, en fait, que finalement, la société, c'est un enfer de sauveurs. Parce que même si ça part de bonnes intentions, il y a eu quand même des présidents de la République, je sais pas, De Gaulle, bon. Et lui, c'était pas ça, effectivement. Mais cette idée que, voilà, on veut absolument sauver les gens contre eux-mêmes. Et donc, ça devient un enfer. Quoi. Oui, bien sûr. C'est l'origine du totalitarisme, c'est ça. C'est vouloir le bien des gens malgré eux. Ouais. Ou par la force, quoi. Question aux profs de français. Est-ce que Mammifère 1 et 2, c'est pas, sur le plan théorique, littéraire, un refus du roman à sujet, qui est quand même la tendance actuelle? Alors,
Vous pensez qu'il y a un refus du sujet en ce moment? Non, je trouve qu'il y a une dictature du sujet en ce moment. C'est la même, ça, on est d'accord. Oui. Et vous essayez d'en sortir et d'être libre. Moi, je ne suis pas très à l'aise dans la narration, en fait, et dans le roman classique. Mais il y a un refus du sujet, mais le sujet, c'est l'oncle. Le sujet, c'est l'oncle. C'est l'homme. C'est la condition masculine contemporaine. Le vieux mâle de 50 ans. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un bon sujet. Ce qui me plaît chez vous, c'est justement votre fantaisie et votre style. Voilà. Ouais. En fait, la littérature, c'est ça d'abord. C'est la voix, c'est le style. J'ai écrit sur vous, dans le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Or, c'est l'avantage d'être en vie, c'est que vous pouvez me dire « Ah non, mais c'est n'importe quoi ». Donc voilà, je vous fais réagir sur ce qu'il y a d'écrit sur vous. Pierre Mérault, c'est moi, moche et méchant, sauvé par un romantisme indécrottable. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça. Tous ces personnages cherchent l'amour. Les complications progressives. C'est des complications progressives, c'est une phrase ou une expression, mais je ne sais plus dans quel livre. Alors là. Oui, mais moi non plus, je ne sais pas, mais c'est de vous. C'est de moi, oui. Les personnages cherchent l'amour car ils ont peur d'être seuls le soir de Noël. Mérault est écœurant, triste et trop riche, comme un slow du groupe Procol Harum. Oui, ça, c'est dans le Réveillon, ça, le slow. Ouais. Oui, mais tout ça, c'est... Non, mais là, je vous traite d'écœurant, quand même. D'écœurant, oui, mais parce que tu aimes bien traiter... Vous aimez bien, traiter les gens d'écœurant. Et ne parlons pas trop de cœur. Oui, attention. Fragile. On en parlera peut-être tout à l'heure, justement, parce que ça fait partie des livres que j'ai tenus. Allons-y. Alors, justement, les conseils de lecture. Quel sens de la transition. En plus, c'est le premier, donc... Je demande au prof, je suis avec un... Illisible. Mais oui. Donc je suis avec un prof de lycée, de français, j'en profite, les conseils d'un professionnel, un livre qui donne envie de pleurer. C'est pas parce que je suis prof, mais justement c'est les lettres à Fanny. C'est les lettres à Fanny Brown, de John Keats, c'est un amour impossible, elle le balade un peu, bon, pas tout à fait sans doute. Hein. Et puis surtout, ce qu'on sait, c'est que c'est 2 ans avant sa mort, puisqu'il est mort à 25 ans, etc. Donc on sent, puis c'est magnifique. C'est au début du 19e. Hein. Ouais, c'est magnifique, c'est un des plus grands poètes romantiques, un des plus grands poètes anglais. Et ça a donné lieu à un film, c'est de John Cantion. Alors, un livre pour arrêter de pleurer. Le premier qui m'est venu, c'est Mon chien stupide de John Fante. Parce que la première fois que je l'ai lu, ça m'a donné du tonus. Et puis je l'ai relu quelques années après, je me suis dit, en fait, c'est quand même assez mélancolique. Mais j'ai pensé, alors ça n'a rien à voir, et c'est beaucoup moins drôle. Ah, si c'est un homme, de Primo Levi, pourquoi? Alors, bien sûr, c'est excessivement dur comme livre. Parce que ça t'empêche de pleurer sur ton propre cas. Et puis, tu t'ouvres les yeux sur beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Un livre pour s'ennuyer. Alors, j'avais mis La jalousie d'abord de Rob Grillet parce que je l'ai étudié. C'est un chef-d'œuvre, par ailleurs. Mais non, il y en a un pire. mais pas pire, mais parce que là, La jalousie, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Oui, mais c'est... avec l'histoire de oui, mais le réflexe, c'était pas de dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est que c'est quand même le nouveau roman de littérature hermétique, quoi. C'est hermétique, non, il y a de très belles choses. Hein. Mais non, il y a pire, puis surtout c'est un souvenir pour moi, parce que j'ai quand même préparé l'agrégation, même si je suis sorti de la première épreuve. Je ne sais pas d'ailleurs si je sortais pas d'une boîte de nuit en même temps, mais c'était Les aventures de Télémaque de Fénelon. C'est un livre d'un ennui, pour moi en tout cas, ça a été d'un ennui faramineux. Ouais. Faramineux. Un livre qui rend intelligent. Juste pour le mot d'esprit, Les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Mais, et comme tu as reçu Richard Malka, je pensais au dictionnaire philosophique de Voltaire, parce que c'est un livre où il y a tous les tons de Voltaire, et puis une immense culture, et puis c'est un type formidable. Oui, bien sûr. Un livre pour séduire. Là, ça dépend de la personne que tu veux séduire, mais... Et puis, pas sur Tinder, hein, en vrai. On se balade avec un vrai livre. J'entends bien. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Oui. C'est un roman magnifique. Oui. Et puis, Virginia Woolf, c'est tendance. C'est tendance, c'est une femme dont tu peux peut-être attirer même des féministes. Oui. Mais sinon, tu peux peut-être draguer avec Sade, sous le bras. Alors là, ça envoie un autre signal. Un autre signal, mais ça dépend. Ça dépend. Un livre que je regrette d'avoir lu. C'est Bagatelle pour un massacre, de Céline. Tu enlèves le sujet de sa haine. Ouais, antisémite. C'est absolument génial. Tu rêves d'avoir écrit ça contre un ennemi, un critique littéraire, par exemple. Sous-enculé de je sais pas trop quoi, des machins comme ça. Mais le problème, c'est là que c'est malheureux. Oui, et c'est épouvantable, évidemment, voilà, bien sûr. Ici, un livre que je fais semblant d'avoir fini. Bon, Proust, La Recherche. Ah,
Ça alors, un prof de français qui n'a pas fini Proust. Moi, je l'ai lu quand... Oui, mais en revanche, je l'ai lu tôt. Je l'ai lu quand j'avais 18, 20 ans. Et puis à un moment, je me suis arrêté. Mais arrêté loin, quand même. Et puis, j'ai pas repris. Mais... Il y a un âge pour lire Proust, et je pense qu'à 18 ans, c'est mort. C'est pourtant l'âge où on lit pas mal. Oui, on développe pas mal de choses. Je pense qu'il faut le reprendre passé la cinquantaine, c'est vrai. Je pense, oui. Le livre que j'aurais aimé écrire. Alors ça, c'était la question la plus facile. Un coup de cœur pour le château de Kafka. Merci infiniment, Pierre Méraud. Frédéric. Monsieur Beigbeder de m'avoir reçu. Monsieur Méraud, vous en êtes un autre. Et on est pas mal. Cher ami Stent. Et c'était donc conversation. Un nom de personnage, Stent. Oui, c'est un bon nom de personnage. Johnny Stent. Ou un titre. Frank Stent. Je rappelle donc qu'il faut de toute urgence se procurer Mammifère 2 de Pierre Méraud aux éditions Rivage. Et on peut aussi lire le tome 1, Mammifère, chez Rivage Poche. Merci à toute l'équipe du Figaro Télé. Merci à Chloé Beigbeder, notre directrice artistique, community manager. Et enfin, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot.